Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Alors, on est dans Histoire de ma vie de George Sand, la partie 3, et j'espère pouvoir vous faire le dernier épisode qui sera peut-être un peu plus long, et vous me direz, à la fin de ce livre audio, je vous proposerai un choix parmi les chapitres de ce recueil, de ce livre Histoire de ma vie, et je vous laisserai le soin de choisir quel chapitre vous préférez que je lise en premier. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. J'ai tracé avec vérité, je crois, le caractère de ma mère. Je ne puis y passer outre, dans le récit de ma vie, sans me rendre compte, autant qu'il est en moi, de l'importance que ce caractère exerça sur le mien. On pense bien qu'il m'a fallu du temps pour apprécier une nature si singulière et si remplie de contradictions, d'autant plus qu'au sortir de mon enfance, nous avons peu vécu ensemble. Dans la première période de ma vie, je ne connus d'elle que son amour pour moi, amour immense, et que plus tard elle avoua avoir combattu en elle pour se résigner à notre séparation. Mais cet amour n'était pas de la même nature que le mien. Il était plus tendre chez moi, plus passionné chez elle. Et déjà, elle me corrigeait vertement pour de petits méfaits que sa préoccupation avait laissé longtemps passer impunément et dont, par conséquent, je ne me sentais pas coupable. J'ai toujours été d'une déférence extrême avec elle, et elle disait toujours qu'il n'y avait pas au monde une personne plus douce et plus aimable que moi. Cela n'était vrai que pour elle. Je ne suis point meilleure qu'une autre, mais j'étais véritablement bonne avec elle, et je lui obéissais sans pourtant la craindre, quelque rude qu'elle fût. Enfant insupportable avec les autres, j'étais soumise avec elle parce que j'avais du plaisir à l'être. Elle était alors pour moi un oracle. C'était elle qui m'avait donné les premières notions de la vie, et elle me les avait données conformes aux besoins intellectuels que m'avait créés la nature. Mais par distraction et par oubli, les enfants font souvent ce qu'on leur a défendu et ce qu'ils n'ont point résolu de faire. Elle me grondait et me frappait alors, comme si ma désobéissance eût été volontaire, et je l'aimais tant que j'étais véritablement au désespoir de lui avoir déplu. Il ne me vint jamais à l'esprit, dans ce temps-là, qu'elle pût être injuste. Jamais je n'eus ni rancune, ni aigreur contre elle. Quand elle s'apercevait qu'elle avait été trop loin, elle me prenait dans ses bras. Elle pleurait, elle m'accablait de caresses. Elle me disait même qu'elle avait eu tort. Elle craignait de m'avoir fait du mal, et moi, j'étais si heureuse de retrouver sa tendresse que je lui demandais pardon des coups qu'elle m'avait administrés. Comment sommes-nous faits? Si ma grand-mère eût déployé avec moi la 100e partie de cette rudesse irréfléchie, je serais entré en pleine révolte. Je la craignais pourtant beaucoup plus, et un modèle me faisait pâlir, mais je ne lui eusse pas pardonné la moindre injustice, et toutes celles de ma mère passaient inaperçues et augmentaient mon amour. Pour en revenir aux rapports qui s'établirent entre ma mère et ma grand-mère après la mort de mon père, je dois dire que l'espèce d'empathie naturelle qu'elles éprouvaient l'une pour l'autre ne fut jamais qu'à demi vaincue, ou plutôt, elle fut vaincue entièrement par intervalles, suivie de réactions assez vives. De loin, elles se haïssaient toujours et ne pouvaient s'empêcher de dire du mal l'une de l'autre. De près, elles ne pouvaient s'empêcher de se plaire ensemble, car chacune avait en elle un charme puissant, tout opposé à celui de l'autre. Cela venait du fond de justice et de droiture qu'elles avaient toutes deux, et de leur grande intelligence, qui ne leur permettait pas de méconnaître ce qu'elles avaient d'excellent. Les préjugés de ma grand-mère n'étaient pas en elle-même, ils étaient dans son entourage. Elle avait beaucoup de faiblesse pour certaines personnes, et ménageait en elle des opinions qu'au fond de son âme, elle ne partageait pas. Ainsi, devant ses vieilles amies, elle abandonnait ma mère absente à leurs anathèmes, et semblait vouloir se justifier de l'avoir accueillie dans son intimité, et de la traiter comme sa fille. Et puis, quand elle se retrouvait avec elle, elle oubliait le mal qu'elle venait d'en dire, et lui montrait une confiance et une sympathie dont j'ai été 1000 fois témoin, et qui n'étaient pas feintes, car ma grand-mère était la personne la plus sincère et la plus loyale que j'ai jamais connue. Et toute grave et froide qu'elle paraissait, elle était impressionnable. Elle avait besoin d'être aimée, et les moindres attentions la trouvaient sensible et reconnaissante. C'est vers l'âge de 5 ans que j'appris à écrire.
ma mère me faisait faire de grandes pages de bâton et de jambage. Et comme elle écrivait elle-même comme un chat, j'aurais barbouillé bien du papier avant de savoir signer mon nom, si je n'eusse pris le parti de chercher moi-même un moyen d'exprimer ma pensée par des signes quelconques. Je me sentais fort ennuyé de copier tous les jours un alphabet et de tracer des pleins et des déliés en caractères d'affiche. J'étais impatiente d'écrire des phrases, et dans mes récréations, qui étaient longues comme on peut croire, je m'exerçais à écrire des lettres à Ursule, à Hippolyte et à ma mère. Mais je ne les montrais pas, dans la crainte qu'on me défendît de me gâter la main à cet exercice. Je vins bientôt à bout de me faire une orthographe à mon usage. Elle était très simplifiée et chargée d'hiéroglyphes. Ma grand-mère surprit une de ces lettres et la trouva très drôle. Elle prétendit que c'était merveille de voir comme j'avais réussi à exprimer mes petites idées avec ces moyens barbares, et elle conseilla à ma mère de me laisser griffonner seule tant que je voudrais. Elle disait, avec raison, qu'on perd beaucoup de temps à vouloir donner une belle écriture aux enfants, et que, pendant ce temps-là, ils ne songent point à quoi sert l'écriture. Je fus donc livré à mes propres recherches. Et quand les pages de devoirs étaient finies, je revenais à mon système naturel. Longtemps, j'écrivis en lettres d'imprimerie, comme celles que je voyais dans les livres, et je ne me rappelle pas comment j'arrivais à employer l'écriture de tout le monde, mais ce que je me rappelle, c'est que je fis comme ma mère, qui apprenait l'orthographe en faisant attention à la manière dont les mots imprimés étaient composés. Je comptais les lettres, et je ne sais par quel instinct, j'appris de moi-même les règles principales. Lorsque, plus tard, Deschartres m'enseigna la grammaire, ce fut l'affaire de 2 ou 3 mois, car chaque leçon n'était que la confirmation de ce que j'avais observé et appliqué déjà. À 7 ou 8 ans, je mettais donc l'orthographe, non pas très correctement, cela ne m'est jamais arrivé, mais aussi bien que la majorité des Français qui l'ont apprise. Ce fut en apprenant seul à écrire que je parvins à comprendre ce que je lisais. C'est ce travail qui me força à m'en rendre compte, car j'avais su lire avant de pouvoir comprendre la plupart des mots et de saisir le sens des phrases. Chaque jour, cette révélation agrandit son petit cadre, et j'en vins à pouvoir lire seul un conte de fées. Quel plaisir ce fut pour moi, qui les avais tant aimés, et à qui ma pauvre mère n'en faisait plus depuis que le chagrin pesait sur elle. Je trouvai à Nohant les contes de Madame d'Aulnoy et de Perrault, dans une vieille édition qui a fait mes délices pendant 5 ou 6 années. Ah, quelles heures m'ont fait passer l'oiseau bleu, le petit poucet, peau d'âne, Belle, Belle ou le chevalier fortuné, Serpentin vert, Babiole et la souris bienfaisante. Je ne les ai jamais relus depuis, mais je pourrais tous les raconter d'un bout à l'autre, et je ne crois pas que rien puisse être comparé, dans la suite de notre vie intellectuelle, à ces premières jouissances de l'imagination. Je commençais aussi à lire moi-même mon abrégé de mythologie grecque, et j'y prenais grand plaisir, car cela ressemble aux contes de fées par certains côtés. Mais il y en avait d'autres qui me plaisaient moins. Dans tous ces mythes, les symboles sont sanglants, au milieu de leur poésie, et j'aimais mieux les dénouements heureux de mes contes. Pourtant, les nymphes, les zéphyrs, l'écho, toutes ces personnifications des riants mystères de la nature tournaient mon cerveau vers la poésie. Et je n'étais pas encore assez esprit fort pour ne pas espérer parfois de surprendre les nappés et les dryades dans les bois et dans les prairies. Il y avait dans notre chambre un papier de tenture qui m'occupait beaucoup. Le fond était vert foncé uni, très épais, verni et tendu sur toile. Cette manière d'isoler les papiers de la muraille assurait aux souris un libre parcours, et il se passait le soir derrière ce papier des scènes de l'autre monde, des courses échevelées, des grattements furtifs et de petits cris fort mystérieux. Mais ce n'était pas là ce qui m'occupait le plus. C'était la bordure et les ornements qui entouraient les panneaux. Cette bordure était large d'1 pied et représentait une guirlande de feuilles de vigne, s'ouvrant par intervalles pour encadrer une suite de médaillons, où l'on voyait rire, boire et danser des silènes et des bacchantes. Au-dessus de chaque porte, il y avait un médaillon plus grand que les autres, représentant une figurine, et ces figurines me paraissaient incomparables.
Elle n'était pas pareille. Celle que je voyais le matin, en m'éveillant, était une nymphe ou une flore dansante. Elle était vêtue de bleu pâle, couronnée de roses, et agitait dans ses mains une guirlande de fleurs. Celle-là me plaisait énormément. Mon premier regard, le matin, était pour elle. Elle semblait me rire et m'inviter à me lever pour aller courir et folâtrer en sa compagnie. Celle qui lui faisait vis-à-vis et que je voyais le jour, de ma table de travail et le soir, en faisant mes prières avant d'aller me coucher, était d'une expression toute différente. Elle ne riait ni ne dansait. C'était une bacchante grave. Sa tunique était verte, sa couronne était de pampre et son bras étendu s'appuyait sur une thyrse. Ces deux figures représentaient peut-être le printemps et l'automne. Quoi qu'il en soit, ces deux personnages d'un pied de haut environ me causaient une vive impression. Ils étaient peut-être aussi pacifiques et aussi insignifiants l'un que l'autre, mais dans mon cerveau, ils offraient le contraste bien tranché de la gaieté et de la tristesse, de la bienveillance et de la sévérité. Je regardais la bacchante avec étonnement. J'avais lu l'histoire d'Orphée, déchiré par ses cruelles, et le soir, quand la lumière vacillante éclairait le bras étendu et le thyrse, je croyais voir la tête du divin chantre au bout d'un javelot. Mon petit lit était adossé à la muraille de manière que je ne visse point cette figure qui me tourmentait. Comme personne ne se doutait pourtant de ma prévention contre elle, l'hiver étant venu, ma mère changea mon lit de place pour le rapprocher de la cheminée, et de là, je tournai le dos à ma nymphe bien-aimée pour ne voir que la ménade redoutable. Je ne me vantais pas de ma faiblesse, je commençais à avoir honte de cela, mais comme il me semblait que cette diablesse me regardait obstinément et me menaçait de son bras immobile, je mis ma tête sous les couvertures pour ne pas la voir en m'endormant. Ce fut inutile. Au milieu de la nuit, elle se détacha du médaillon, se glissa le long de la porte, devint aussi grande qu'une personne naturelle, comme disaient les enfants, et, marchant à la porte d'en face, elle essaya d'arracher la jolie nymphe de son médaillon. Celle-ci poussait des cris déchirants, mais la bacchante ne s'en souciait pas. Elle tourmenta et déchira le papier, jusqu'à ce que la nymphe s'en détachât et s'enfuit au milieu de la chambre. L'autre l'y poursuivit, et la pauvre nymphe échevelée, s'étant précipitée sur mon lit pour se cacher sous mes rideaux, la bacchante furieuse vint vers moi, et nous perça toutes deux de son thyrse, qui était devenu une lance acérée, et dont chaque coup était pour moi une blessure dont je sentais la douleur. Je criai, je me débattis, ma mère vint à mon secours, mais, tandis qu'elle se levait, bien que je fusse assez éveillé pour le constater, j'étais encore assez endormi pour voir la bacchante. Le réel et le chimérique étaient simultanément devant mes yeux, et je vis distinctement la bacchante s'atténuer, s'éloigner, à mesure que ma mère s'approchait d'elle, devenir petite, comme elle l'était dans son médaillon, grimper le long de la porte, comme eût fait une souris, et se replacer dans son cadre de feuilles de vigne, où elle reprit sa pose accoutumée et son air grave. Je me rendormis, et je vis cette folle qui faisait encore des siennes. Elle courait tout le long de la bordure, appelant toutes les silènes et toutes les autres bacchantes qui étaient attablées ou occupées à se divertir dans les médaillons, et elle les forçait à danser avec elle et à casser tous les meubles de la chambre. Peu à peu, le rêve devint très confus, et j'y pris une sorte de plaisir. Le matin, à mon réveil, je vis la bacchante au lieu de la nymphe vis-à-vis de moi. Et comme je ne me rendais plus compte de la nouvelle place que mon lit occupait dans la chambre, je crus un instant qu'en retournant à leur médaillon, les deux petites personnes s'étaient trompées et avaient changé de porte. Mais cette hallucination se dissipa au premier rayon du soleil et je n'y pensais plus de la journée. Le soir, mes préoccupations revinrent, et il en fut ainsi pendant fort longtemps. Tant que durait le jour, il m'était impossible de prendre au sérieux ces deux figurines coloriées dans le papier. Mais les premières ombres de la nuit troublaient mon cerveau et je n'osais plus rester seul dans la chambre. Je ne le disais pas car ma grand-mère raillait la poltronnerie et je craignais qu'on ne lui racontât ma sottise. Mais j'avais presque 8 ans que je ne pouvais pas encore regarder tranquillement la bacchante avant de m'endormir. On ne s'imagine pas tout ce que les enfants portent de bizarreries contenues et d'émotions cachées dans leur petite cervelle. Le séjour à Nohant de mon grand-oncle l'abbé de Beaumont fut pour mes deux mères une grande consolation.
une sorte de retour à la vie. C'était un caractère enjoué, un peu insouciant comme le sont les vieux garçons, un esprit remarquable, plein de ressources et de fécondité, un caractère à la fois égoïste et généreux. La nature l'avait fait sensible et ardent. Le célibat l'avait rendu personnel, mais sa personnalité était si aimable, si gracieuse et si séduisante qu'on était forcé de lui savoir gré de ne pas partager vos peines au point de n'avoir pas la force d'essayer de vous en distraire. Il aimait ses aises, et son intérieur était d'un vieux luxe confortable. Sa table était raffinée comme son appétit. Il était despote et impétueux en paroles, doux, libéral et faible par le fait. J'ai souvent pensé à lui en esquissant le portrait d'un certain chanoine qui a été goûté dans le roman de Consuelo. Comme lui, bâtard d'un grand personnage, il était friand, impatient, railleur, amoureux des beaux-arts, magnifique, candide et malin en même temps, irascible et débonnaire. J'ai beaucoup chargé la ressemblance pour les besoins du roman, et c'est ici le cas de dire que les portraits tracés de cette sorte ne sont plus des portraits. C'est pourquoi, lorsqu'ils paraissaient blessants, à ceux qui croient s'y reconnaître, c'est une injustice commise envers l'auteur et envers soi-même. Un portrait de roman, pour valoir quelque chose, est toujours une figure de fantaisie. L'homme est si peu logique, si rempli de contrastes et de disparates dans la réalité, que la peinture d'un homme réel serait impossible et tout à fait insoutenable dans un ouvrage d'art. Le roman entier serait forcé de se plier aux exigences de ce caractère, et ne serait plus un roman. Cela n'aurait ni exposition, ni intrigue, ni nœud, ni dénouement. Cela irait tout de travers comme la vie, et n'intéresserait personne parce que chacun veut trouver dans un roman une sorte d'idéal de la vie. C'est donc une bêtise que de croire qu'un auteur ait voulu faire aimer ou haïr telle ou telle personne, en donnant à ces personnages quelques traits saisis sur la nature. La moindre différence en fait un être de convention, et je soutiens qu'en littérature, on ne peut faire d'une figure réelle une peinture vraisemblable, sans se jeter dans d'énormes différences, et sans dépasser extrêmement, en bien ou en mal, les défauts et les qualités de l'être humain qui a pu servir de premier type à l'imagination. C'est absolument comme le jeu des acteurs, qui ne paraît vrai sur la scène qu'à la condition de dépasser ou d'atténuer beaucoup la réalité. Caricature ou idéalisation, ce n'est plus le modèle primitif, et ce modèle a peu de jugement s'il croit se reconnaître, s'il prend du dépit ou de la vanité, en voyant ce que l'art ou la fantaisie ont su faire de lui. J'ai fait cette digression pour n'y pas revenir plus tard. Elle n'est même pas nécessaire au rapprochement qu'on pourrait faire entre mon oncle de Beaumont et mon chanoine de Consuelo, car j'ai peint un chanoine chaste, et mon grand-oncle se piquait de tout le contraire. Il avait eu de très belles aventures, et il eût été bien fâché de n'en point avoir. Il y avait 1000 autres différences que je n'ai pas besoin d'indiquer, ne fût-ce que celle de la gouvernante de mon roman, qui n'a pas le moindre trait de la gouvernante de mon grand-oncle. Celle-ci était dévouée, sincère, excellente. Elle lui a fermé les yeux, et elle a hérité de lui ce qui lui était bien dû, et pourtant, mon oncle lui parlait quelquefois, comme le chanoine parle à Dame Brigitte dans mon roman. Il n'y a donc rien de moins réel que ce qui paraît le plus vrai dans un ouvrage d'art. Vers la même époque, ma grand-mère commença à m'enseigner la musique. Malgré ses doigts à moitié paralysés et sa voix cassée, elle chantait encore admirablement. Et les 2 ou 3 accords qu'elle pouvait faire pour s'accompagner étaient d'une harmonie si heureuse et si large que quand elle s'enfermait dans sa chambre pour relire quelques vieux opéras à la dérobée et qu'elle me permettait de rester auprès d'elle, j'étais dans une véritable extase. Je m'asseyais par terre, sous le vieux clavecin, où Brillant, son chien favori, me permettait de partager un coin de tapis, et j'aurais passé là ma vie entière, tant cette voix chevrotante et le son criard de cette épinette me charmaient. C'est qu'en dépit des infirmités de cette voix et de cet instrument, c'était de la belle musique, admirablement comprise et sentie. J'ai bien entendu chanter depuis, et avec des moyens magnifiques, mais si j'ai entendu quelque chose de plus, je puis dire que ça n'a jamais été quelque chose de mieux. Elle avait su beaucoup de musique des maîtres, et elle avait connu Gluck et Piccini, pour lesquels elle était restée impartiale, disant que chacun avait son mérite et qu'il ne fallait pas comparer, mais apprécier les individualités. Elle savait encore par cœur les fragments de Léo, de Haas et de Durand, que je n'ai jamais entendu chanter qu'à elle,
et que je ne saurais même désigner, mais que je reconnaîtrais si je les entendais de nouveau. C'étaient des idées simples et grandes, des formes classiques et calmes. Même dans les choses qui avaient été le plus de mode dans sa jeunesse, elle distinguait parfaitement le côté faible, et n'aimait pas ce que nous appelons aujourd'hui le rococo. Son goût était pur, sévère et grave. Elle m'enseigna les principes, et si clairement que cela ne me parut pas la mer à boire. Plus tard, quand j'eus des maîtres, je n'y compris plus rien, et je me dégoûtai de cette étude à laquelle je ne me crus pas propre. Mais depuis, j'ai bien senti que c'était la faute des maîtres, plus que la mienne, et que si ma grand-mère s'en fût toujours mêlée exclusivement, j'aurais été musicienne, car j'étais bien organisée pour l'être, et je comprends le beau, qui, dans cet art, m'impressionne, et me transporte plus que dans tous les autres. Ma petite cervelle était toujours pleine de poésie, et mes lectures me tenaient en haleine sous ce rapport. Berquin, ce vieux ami des enfants qu'on a, je crois, trop vanté, ne me passionna jamais. Quelquefois, ma mère nous lisait tout haut des fragments de romans de Madame de Genlis, cette bonne dame qu'on a trop oubliée, et qui avait un talent réel. Qu'importe aujourd'hui ses préjugés, sa demi-morale souvent fausse, et son caractère personnel, qui ne semble pas avoir eu de parti pris entre l'ancien monde et le nouveau, relativement au cadre qui a pesé sur elle, elle a peint aussi largement que possible. Son véritable naturel a dû être excellent, et il y a certains romans d'elle qui ouvrent vers l'avenir des perspectives très larges. Son imagination est restée fraîche sous les glaces de l'âge, et dans les détails, elle est véritablement artiste et poète. Je me souviens que, dans les soirs d'hiver, ma mère nous lisait tantôt du Berquin, tantôt L'éveillé du château, par Madame de Genlis, et tantôt d'autres fragments de livres à notre portée, mais dont je ne me souviens plus. J'écoutais d'abord attentivement. J'étais assise au pied de ma mère devant le feu, et il y avait entre le feu et moi un vieux écran à pied garni de taffetas vert. Je voyais un peu le feu à travers ce taffetas usé, et il y produisait de petites étoiles dont j'augmentais le rayonnement en clignant les yeux. Alors, peu à peu, je perdais le sens des phrases que lisait ma mère. Sa voix me jetait dans une sorte d'assoupissement moral, où il m'était impossible de suivre une idée. Des images se dessinaient devant moi et venaient se fixer sur l'écran vert. C'étaient des bois, des prairies, des rivières, des villes, d'une architecture bizarre et gigantesque, comme j'en vois encore souvent en songe, des palais enchantés avec des jardins comme il n'y en a pas, avec des milliers d'oiseaux d'azur, d'or et de pourpre, qui voltigeaient sur les fleurs et qui se laissaient prendre comme les roses se laissent cueillir. Il y avait des roses vertes, noires, violettes, des roses bleues surtout. Il paraît que la rose bleue a été longtemps le rêve de Balzac. Elle était aussi le mien dans mon enfance, car les enfants, comme les poètes, sont amoureux de ce qui n'existe pas. Je voyais aussi des bosquets illuminés, des jets d'eau, des profondeurs mystérieuses, des ponts chinois, des arbres couverts de fruits d'or et de pierreries. Enfin, tout le monde fantastique de mes contes devenait sensible, évident, et je m'y perdais avec délice. Je fermais les yeux et je le voyais encore, et quand je les rouvrais, ce n'était que sur l'écran que je pouvais le retrouver. Je ne sais quel travail de mon cerveau avait fixé là cette vision plutôt qu'ailleurs, mais il est certain que j'ai contemplé sur cet écran vert des merveilles inouïes. Un jour, ces apparitions devinrent si complètes que j'en fus comme effrayé et que je demandai à ma mère si elle ne les voyait pas. Je prétendais qu'il y avait de grandes montagnes bleues sur l'écran et elle me secoua sur ses genoux en chantant pour me ramener à moi-même. Je ne sais si ce fut pour donner un aliment à mon imagination trop excitée qu'elle imagina elle-même une création puérile, mais ravissante pour moi et qui a fait longtemps mes délices. Voici ce que c'était. Il y a dans notre enclos un petit bois planté de charmilles, d'érables, de frênes, de tilleuls et de lilas. Ma mère choisit un endroit où une allée tournante conduit à une sorte d'impasse. Elle pratiqua avec l'aide d'Hippolyte, de ma bonne, d'Ursule et de moi, un petit sentier dans le fourré, qui était alors fort épais. Ce sentier fut bordé de violettes, de primevères et de pervenches qui depuis ce temps-là ont tellement prospéré qu'elles ont envahi presque tout le bois.
L'impasse devint donc un petit nid, où un banc fut établi sous les lilas et les aubépines, et l'on allait étudier et répéter là ses leçons pendant le beau temps. Ma mère y portait son ouvrage, et nous y portions nos jeux, surtout nos pierres et nos briques pour construire des maisons, et nous donnions à ces édifices, Ursule et moi, des noms pompeux. C'était le château de la fée, c'était le palais de la belle au bois dormant, etc. Voyant que nous ne venions pas à bout de réaliser nos rêves dans ces constructions grossières, ma mère quitta un jour son ouvrage et se mit de la partie. « Ôtez-moi, nous dit-elle, vos vilaines pierres à chaud et vos briques cassées. Allez me chercher des pierres bien couvertes de mousse, des cailloux roses, verts, des coquillages, et que tout cela soit joli, ou bien je ne m'en mêle pas. » Voilà notre imagination allumée. Il s'agit de ne rien rapporter qui ne soit joli, et nous nous mettons à la recherche de ces trésors que jusque-là nous avions foulés aux pieds sans les connaître. Que de discussions avec Ursule pour savoir si cette mousse était assez veloutée, si ces pierres ont une forme heureuse, si ces cailloux sont assez brillants. D'abord, tout nous avait paru bon, mais bientôt la comparaison s'établit, les différences nous frappèrent, et peu à peu, rien ne nous paraissait plus digne que notre construction nouvelle. Il fallut que la bonne nous conduisît à la rivière pour y trouver les beaux cailloux d'émeraude, de lapis et de corail, qui brillent sous les eaux basses et courantes. Mais à mesure qu'ils sèchent hors de leur lit, ils perdent leur vive couleur, et c'était une déception nouvelle. Nous les replongions 100 fois dans l'eau pour en ranimer l'éclat. Il y a dans nos terrains des quartz superbes, et une quantité d'ammonites et de pétrifications antédiluviennes d'une grande beauté et d'une grande variété. Nous n'avions jamais fait attention à tout cela, et le moindre objet nous devenait une surprise, une découverte et une conquête. L'âne fut mis par nous en réquisition, et il rapportait chaque jour dans ses paniers une provision de pierres pour notre édifice. Ma mère choisissait les plus belles ou les plus bizarres, et quand les matériaux furent rassemblés, elle commença à bâtir devant nous avec ses petites mains fortes et diligentes, non pas une maison, non pas un château, mais une grotte en rocaille. Une grotte. Nous n'avions aucune idée de cela. La nôtre n'atteignit guère que 4 ou 5 pieds de haut et 2 ou 3 de profondeur. Mais la dimension n'est rien pour les enfants. Ils ont la faculté de voir en grand. Et comme l'ouvrage dura quelques jours, pendant quelques jours nous crûmes que notre rocaille allait s'élever jusqu'aux nues. Quand elle fut terminée, elle avait acquis dans notre cervelle les proportions que nous avions rêvées. Et j'ai besoin de me rappeler qu'en montant sur ces premières assises, je pouvais en atteindre le sommet. J'ai besoin de voir le petit emplacement qu'elle occupait, et qui existe encore, pour ne pas me persuader encore aujourd'hui que c'était une caverne de montagne. C'était du moins très joli, je ne pourrais jamais me persuader le contraire. Ce n'était que cailloux choisis mariant leurs vives couleurs, pierres couvertes de mousse fine et soyeuse, coquillages superbes, festons de lierre au-dessus et gazon tout autour. Mais cela ne suffisait pas, il y fallait une source et une cascade, car une grotte sans eau vive est un corps sans âme. Or, il n'y avait pas le moindre filet d'eau dans le petit bois. Mais ma mère ne s'arrêtait pas pour si peu. Une grande terrine à fond d'émail vert, qui servait au savonnage, fut enterrée jusqu'au bord dans l'intérieur de la grotte, bordée de plantes et de fleurs, qui cachaient la poterie, et remplie d'une eau limpide que nous avions grand soin de renouveler tous les jours. Mais la cascade, nous la demandions avec ardeur. « Demain vous aurez la cascade, » dit ma mère. « Mais vous n'irez pas voir la grotte avant que je vous fasse appeler, car il faut que la fée s'en mêle, et votre curiosité pourrait la contrarier. » Nous observâmes religieusement cette prescription, et à l'heure dite, ma mère vint nous chercher. Elle nous amena par le sentier, en face de la grotte, nous défendit de regarder derrière, et me mettant une petite baguette dans la main, elle frappa 3 fois dans les siennes, me recommandant de frapper en même temps de ma baguette le centre de la grotte, qui représentait alors un orifice garni d'un tuyau de sureau. Au 3e coup de baguette, l'eau se précipitant dans le tuyau fit irruption si abondamment que nous fûmes inondés, Ursule et moi, à notre grande satisfaction et en poussant des cris de joie délirantes. Puis la cascade, tombant de 2 pieds de haut dans le bassin formé par la terrine, offrit une nappe cristalline qui dura 2 ou 3 minutes et s'arrêta. Lorsque toute l'eau du vase que ma bonne cachait derrière la grotte versée dans le tuyau de sureau fut épuisée et que, débordant de la terrine, l'onde pure eut copieusement arrosé et les fleurs plantées sur ses bords.
L'illusion fut donc de courte durée, mais elle avait été complète, délicieuse, et je ne crois pas avoir éprouvé plus de surprise et d'admiration quand j'ai vu par la suite les grandes cataractes des Alpes et des Pyrénées. Quand la grotte eut atteint son dernier degré de perfection, comme ma grand-mère ne l'avait pas encore vue, nous allâmes solennellement la prier de nous honorer de sa visite dans le petit bois, et nous disposâmes tout pour lui donner la surprise de la cascade. Nous nous imaginions qu'elle serait ravie, mais soit qu'elle trouva la chose trop puérile, soit qu'elle fût mal disposée pour ma mère ce jour-là, au lieu d'admirer notre chef-d'œuvre, elle se moqua de nous, et la terrine servant de bassin, nous avions pourtant mis des petits poissons dedans pour lui faire fête, nous attira plus de railleries que d'éloges. Pour mon compte, j'en fus consterné, car rien au monde ne me paraissait plus beau que notre grotte enchantée, et je souffrais réellement quand on s'efforçait de m'ôter une illusion. Enfin, les arrangements de famille furent terminés, et ma mère signa l'engagement de me laisser à ma grand-mère, qui voulait absolument se charger de mon éducation. J'avais montré une si vive répugnance pour cette convention qu'on ne m'en parla plus du moment qu'elle fut adoptée. On s'entendit pour me détacher peu à peu de ma mère, sans que je puisse m'en apercevoir, et pour commencer, elle partit seule pour Paris, impatiente qu'elle était de revoir Caroline. Comme je devais aller à Paris 15 jours après avec ma grand-mère, et que je voyais même déjà préparer la voiture et faire les paquets, je n'eus pas trop d'effroi ni de chagrin. On me disait qu'à Paris, je demeurerais tout près de ma petite maman et que je la verrais tous les jours. Pourtant, j'éprouvais une sorte de terreur quand je me trouvais sans elle dans cette maison, qui commença à me paraître grande, comme dans les premiers jours que j'y avais passé. Pourtant, il ne se passa rien de remarquable durant ces 15 jours. Ma grand-mère, s'apercevant de ma mélancolie, s'efforçait de me distraire par le travail. Elle me donnait mes leçons et se montrait beaucoup plus indulgente que ma mère pour mon écriture et pour la récitation de mes fables. Plus de réprimandes, plus de punitions. Elle en avait toujours été fort sobre et, voulant se faire aimer, elle me donnait plus d'éloges, d'encouragements et de bonbons que de coutume. Tout cela eût dû me sembler fort doux, car ma mère était rigide et sans miséricorde pour mes langueurs et mes distractions. Eh bien, le cœur de l'enfant est un petit monde déjà aussi bizarre et aussi inconséquent que celui de l'homme. Je trouvais ma grand-mère plus sévère et plus effrayante dans sa douceur que ma mère dans ses emportements. Jusque-là, je l'avais aimée et m'étais montrée confiante et caressante avec elle. De ce moment, et cela dura bien longtemps après, je me sentis froide et réservée en sa présence. Ses caresses me gênaient ou me donnaient envie de pleurer, parce qu'elles me rappelaient les étreintes plus passionnées de ma petite mère. Et puis, ce n'était pas avec elle une vie de tous les instants, une familiarité, une expansion continuelle. Il fallait du respect, et cela me semblait glacial. La terreur que ma mère me causait parfois n'était qu'un instant douloureux à passer. L'instant d'après, j'étais sur ses genoux, sur son sein, je la tutoyais, tandis qu'avec la bonne maman, c'était des caresses de cérémonie, pour ainsi dire. Elle m'embrassait solennellement et comme par récompense de ma bonne conduite. Elle ne me traitait pas assez comme un enfant, tant elle souhaitait me donner de la tenue et me faire perdre l'invincible laisser-aller de ma nature, que ma mère n'avait jamais réprimé avec persistance. Il ne fallait plus se rouler par terre, rire bruyamment, parler berrichon. Il fallait se tenir droite, porter des gants, faire silence ou chuchoter bien bas dans un coin avec Ursulette. À chaque élan de mon organisation, on opposait une petite répression bien douce, mais assidue. On ne me grondait pas, mais on me disait « vous », et c'était tout dire. « Ma fille, vous vous tenez comme une bossue. Ma fille, vous marchez comme une paysanne. Ma fille, vous avez encore perdu vos gants. Ma fille, vous êtes trop grande pour faire de pareilles choses. Trop grande. » J'avais 7 ans, et on ne m'avait jamais dit que j'étais grande. Cela me faisait une peur affreuse d'être devenue tout à coup si grande depuis le départ de ma mère. Et puis, il fallait apprendre toutes sortes d'usages qui me paraissaient ridicules. Il fallait faire la révérence aux personnes qui venaient en visite. Il ne fallait plus mettre le pied à la cuisine et ne plus tutoyer les domestiques, afin qu'ils perdissent l'habitude de me tutoyer. Il ne fallait pas non plus tutoyer ma bonne maman. Il ne fallait pas même lui dire « vous », il fallait lui parler à la 3e personne. Ma bonne maman veut-elle me permettre d'aller au jardin ?
Elle avait certainement raison, l'excellente femme, de vouloir me frapper d'un grand respect moral pour sa personne et pour le code des grandes habitudes de civilisation qu'elle voulait m'imposer. Elle prenait possession de moi. Elle avait affaire à un enfant quinteux et difficile à manier. Elle avait vu ma mère s'y prendre énergiquement, et elle pensait qu'au lieu de calmer ses accès d'irritation maladive, ma mère, excitant trop ma sensibilité, me soumettait sans me corriger. C'est bien probable. L'enfant trop secoué dans son système nerveux revient d'autant plus vite à son débordement d'impétuosité qu'on l'a plus ébranlé en le matant tout d'un coup. Ma grand-mère savait bien qu'en me subjuguant par une continuité d'observation calme, elle me plierait avec une obéissance instinctive, sans combat, sans larmes, et qui m'ôterait jusqu'à l'idée de la résistance. Ce fut en effet l'affaire de quelques jours. Je n'avais jamais eu la pensée d'entrer en révolte contre elle, mais je ne m'étais guère retenu de me révolter contre les autres en sa présence. Dès qu'elle se fut emparée de moi, je sentis qu'en faisant des sottises, sous ses yeux, j'encourais son blâme, et ce blâme, exprimé si poliment mais si froidement, me donnait froid jusque dans la moelle des os. Je faisais une telle violence à mes instincts que j'éprouvais des frissons convulsifs dont elle s'inquiétait sans les comprendre. Elle avait atteint son but, qui était, avant tout, de me rendre disciplinable, et elle s'étonnait d'y être parvenue aussi vite. « Voyez donc, disait-elle, comme elle est douce et gentille. » Et elle s'applaudissait d'avoir eu si peu de peine à me transformer avec un système tout opposé à celui de ma pauvre mère, tour à tour esclave et tyran. Mais ma chère bonne maman eut bientôt à s'étonner davantage. Elle voulait être respectée religieusement, et en même temps être aimée avec passion. Elle se rappelait l'enfance de son fils et se flattait de la recommencer avec moi. Hélas, cela ne dépendait ni de moi ni d'elle-même. Elle ne tenait pas assez compte du degré de génération qui nous séparait et de la distance énorme de nos âges. La nature ne se trompe pas, et malgré les bontés infinies, les bienfaits sans bornes de ma grand-mère dans mon éducation, je n'hésite pas à le dire, une aïeule âgée et infirme ne peut pas être une mère, et la gouverne absolue d'un jeune enfant par une vieille femme est quelque chose qui contrarie la nature à chaque instant. Dieu sait ce qu'il fait en arrêtant à un certain âge la puissance de la maternité. Il faut au petit être qui commence la vie un être jeune et encore dans la plénitude de la vie. La solennité des manières de ma grand-mère me contristait l'âme. Sa chambre, sombre et parfumée, me donnait la migraine et des bâillements spasmodiques. Elle craignait le chaud, le froid, un vent coulis, un rayon de soleil. Il me semblait qu'elle m'enfermait avec elle dans une grande boîte et qu'elle me disait « Amusez-vous tranquillement ». Elle me donnait des gravures à regarder, et je ne les voyais pas, j'avais le vertige. Un chien qui aboyait au dehors, un oiseau qui chantait dans le jardin me faisaient tressaillir. J'aurais voulu être le chien ou l'oiseau. Et quand j'étais au jardin avec elle, bien qu'elle n'exerçât sur moi aucune contrainte, j'étais enchaîné à ses côtés par le sentiment des égards qu'elle avait déjà su m'inspirer. Elle marchait avec peine. Je me tenais tout près pour lui ramasser sa tabatière ou son gant, qu'elle laissait souvent tomber et qu'elle ne pouvait pas se baisser pour ramasser, car je n'ai jamais vu de corps plus languissant et plus débile, et comme elle était néanmoins grasse, fraîche et point malade, cette incapacité de mouvement m'impatientait intérieurement, au dernier point. J'avais vu 100 fois ma mère brisée par des migraines violentes, étendue sur son lit comme une morte, les joues pâles et les dents serrées. Cela me mettait au désespoir. Mais la nonchalance paralytique de ma grand-mère était quelque chose que je ne pouvais pas m'expliquer et qui parfois me semblait volontaire. Il y avait bien un peu de cela dans le principe, c'était la faute de sa première éducation. Elle avait trop vécu dans une boîte, elle aussi, et son sang avait perdu l'énergie nécessaire à la circulation. Quand on voulait la saigner, on ne pouvait pas lui en tirer une goutte, tant il était inerte dans ses veines. J'avais une peur effroyable de devenir comme elle, et quand elle m'ordonnait de n'être à ses côtés ni agitée ni bruyante, il me semblait qu'elle me commandât d'être morte. Enfin, tous mes instincts se révoltaient contre cette différence d'organisation, et je n'ai aimé véritablement ma grand-mère que lorsque j'ai su raisonner. Jusque-là, je m'en confesse, j'ai eu pour elle une sorte de vénération morale jointe à un éloignement physique invincible.
Elle s'aperçut bien de ma froideur, la pauvre femme, et voulut la vaincre par des reproches qui ne servirent qu'à l'augmenter, en constatant à mes propres yeux un sentiment dont je ne me rendais pas compte. Elle a bien souffert, et moi peut-être encore plus, sans pouvoir m'en défendre. Et puis, une grande réaction s'est faite en moi, quand mon esprit s'est développé, et elle a reconnu qu'elle s'était trompée, en me jugeant ingrate et obstinée. Si tu as aimé ce livre audio, je te propose de t'abonner. Tu recevras les épisodes dès que je les posterai à la rentrée. Sinon, l'Ondé te propose de faire un choix. Si tu as aimé, tu peux soit liker, soit me dire dans les commentaires si tu préfères que je lise la partie 4 de l'enfance à la jeunesse, ou bien la partie mysticisme, ou encore la vie intime et littéraire de George Sand. Je te laisse choisir, à très bientôt, ciao!